ça, c'est un spectre qu'on pourrait prendre de la Terre si on partait loin. En fait, ça, c'est, on imagine prendre un spectre, par exemple, des confins du système solaire. Voilà comment on verrait la Terre. On verrait en fait des signatures d'oxygène, des signatures d'eau et aussi des signatures d'ozone, des signatures de dioxyde de carbone et de méthane. Et en gros, à partir de toutes ces signatures-là, on peut se dire que la Terre est un endroit où il doit faire bon vivre, puisqu'il y a de l'eau, qui probablement est, alors ça peut être juste dans l'atmosphère, ça peut être liquide, il y a de l'oxygène, donc ça a l'air respirable, il y a du CO2 et du CH4, donc il ne fait pas trop froid, ce sont des gaz à effet de serre, et il y a de l'ozone qui protège des ultraviolets. Donc, en fait, il y a à peu près tous les éléments, puisque pour que la vie, si elle s'y est enfin, si elle est apparue, qu'elle puisse se développer, qu'elle puisse subsister sur cette planète. Évidemment, ce n'est pas une preuve qu'il y a de la vie, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a toutes les conditions, en tout cas, pour que la vie puisse être présente. Voilà, et donc ça me fait une transition vers Proxima du Centaure, qui est donc la Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche de nous. Donc elle est dans la constellation du Centaure que vous voyez ici. Et en fait, vous voyez ici la constellation du Centaure, vous avez Alpha du Centaure, qui est l'étoile la plus brillante du Centaure. Proxima, elle est juste à côté. Donc vous voyez, en fait, Proxima, c'est une étoile qui est très faible. Alors là, je vous montre, donc c'est la même image, mais en zoom. Alpha, c'est celle-là, c'est celle qui est extrêmement brillante, qui est en fait une étoile double, vous pouvez voir en bas. Là. Vous avez Alpha du Centaure A, Alpha du Centaure A et B. Et plus loin, mais beaucoup plus loin, vous avez une troisième étoile qui s'appelle Proxima Centauri. Proxima, parce que c'est l'étoile la plus proche. Ces trois étoiles sont liées gravitationnellement dans un système dit multiple, un système triple. Donc ces trois étoiles vivent en ménage à trois. Ces deux-là sont très très proches, gravitent très proches l'une de l'autre, et celle-là, elle a une orbite qui est beaucoup plus lointaine. Alors, donc c'est une étoile naine rouge, c'est-à-dire de faible luminosité, qui se trouve à 4,23 années-lumière. Et là, on a détecté une planète qui s'appelle Proxima Centauri B, petit b, dont la période orbitale, vous voyez ici la courbe là, qui représente sa période orbitale, sa rotation, est de 11,2 jours. Donc là, vous avez une vue d'artiste de cette étoile avec cette planète qui tourne autour. Voilà, c'est cette planète-là. Et en fait, vous avez un disque de poussière avec probablement d'autres planètes autour de cette étoile. Ça, c'est une vue d'artiste de ce qu'on pourrait voir. Si vous êtes sur cette planète, vous voyez l'étoile naine rouge Proxima Centauri. Et là, vous avez les deux étoiles, Alpha du Centaure, A et B. Donc, encore une fois, ces trois étoiles tournent ensemble dans un système gravitationnellement lié. Et là, voilà, une dernière vue d'artiste. Alors, rappelez-vous toujours que les vues d'artiste n'engagent que celui qui les dessine. Donc, probablement que la planète est totalement différente de ça. Et vous avez encore une fois Proxima du Centaure et les deux étoiles Alpha du Centaure, A et B. Alors, Proxima du Centaure, on essaie de savoir un petit peu quelle est la nature de cette planète. Je parle de Proxima du Centaure B. Vous avez son rayon qui est ici en fonction de sa masse. Et vous voyez qu'en fait, alors c'est un diagramme où, en fonction des couleurs, on va regrouper la nature de ce corps, qui peut être en rouge, ça serait une planète totalement métallique, totalement sous forme de fer ou avec de la roche. En jaune, c'est une planète type Mercure, donc de la roche, mais complètement dénuée d'eau. En vert, c'est une planète type Terre. En vert un peu plus foncé, une planète 100% manteau terrestre. En bleu, 50% manteau terrestre et 50% d'eau. Et en bleu foncé, une planète 100% océan. C'est-à-dire de l'eau tout autour de la planète. Et quand on regarde, nous, donc la Terre, elle se trouve ici, ce petit point. Vénus est là, Mars est là. Après, il y a d'autres planètes ici. Là, vous voyez que la masse diffère en fonction d'un dixième à 10 fois la masse terrestre. Là, c'est la moitié jusqu'à 2 fois et demi le rayon terrestre. Et vous voyez que pour Proxima B, c'est cette partie grisée, c'est-à-dire que ça va d'une planète type Mercure à une planète type 50% manteau, 50% eau. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment
une échelle d'incertitude qui est très grande. Cette planète, on ne sait pas si c'est une planète type Mercure, très chauffée par son étoile, ou une planète recouverte en grande partie d'eau liquide. Donc Mercure ou planète océan, on n'en sait rien. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir un petit peu quelle est la taille de cette planète, la taille de son orbite. Là, vous voyez ici à gauche le Soleil avec Mercure, Vénus, la Terre. Je vous rappelle, Mercure tourne en 88 jours autour du Soleil. Eh bien, cette planète-là, elle a une toute petite orbite puisqu'elle tourne en seulement 11 jours autour de son étoile, qui est une étoile bien moins massive que le Soleil, seulement 1/10 de la masse du Soleil, à 4,3 années-lumière de nous. Donc, c'est une planète plutôt massive, parce qu'elle pèse 1,3 masse terrestre, mais elle orbite très près de son étoile à 11 jours. Mais son étoile est beaucoup moins brillante, beaucoup moins lumineuse que le Soleil, ce qui fait qu'elle n'est pas, a priori, brûlée par le Soleil, par son étoile. Et donc, comme c'est l'étoile la plus proche à seulement 4,2 années-lumière, on s'est dit qu'on pourrait peut-être aller la visiter. Alors, la visiter, nous, humains, ça nous prendrait quand même de l'ordre de 70 000 ans, avec la vitesse des vaisseaux, des sondes actuelles. Donc, en fait, on ne va pas y aller, nous, humains, mais on va envoyer, enfin, c'est un projet, d'envoyer des petites sondes. C'est le projet Breakthrough Starshot. On peut imaginer d'envoyer des petites sondes qui vont être, alors c'est des petites sondes qui font typiquement de l'ordre de 1 gramme en masse, équipées d'une petite voile solaire, et on va les propulser avec un laser d'une puissance de l'ordre de 100 gigawatts vers Proxima du Centaure. L'idée, c'est que ces petites sondes soient accélérées jusqu'à atteindre une vitesse de 20% de la vitesse de la lumière, et donc au lieu d'y aller en 4 ans comme la lumière, elles iraient en 20 ans. Donc 20 ans, ça reste court par rapport à 70 000 ans pour nous. Par contre, évidemment, c'est juste des petites sondes qui ne vont pas transporter des humains, ça va transporter des petits appareils photo. Et donc, elles vont aller là-bas en 20 ans. Arrivées là-bas, elles prennent une image, et puis évidemment, on ne va pas les freiner, donc elles continuent. Par contre, elles renvoient l'image vers la Terre. Là, l'image revient à la vitesse de la lumière, donc en 4 ans, ce qui veut dire qu'au bout de 24 ans, vous avez une image de cette planète, et là, on saura si c'était une planète type Mercure ou une planète type océan. Et on saura si ça vaut le coup, par exemple, de monter une expédition pour envoyer des humains là-bas, sachant qu'ils vont quand même mettre, je vous dis, à l'échelle des vitesses actuelles, ça mettrait à peu près 70 000 ans. Donc on peut imaginer que dans le futur, on ira un peu plus vite, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas aller en 20 ans, puisque nous, on a une masse. Seulement les photons peuvent y aller en 4 ans. Et là, vous voyez, dès qu'on pèse 1 gramme, déjà, on peut être accéléré jusqu'à 0,2 C. En étant bien propulsé, mais ça prend 20 ans. Alors, plus vous pesez, plus ça va être long, le voyage. Donc ça, c'est Proxima Centauri B. C'est la plus proche. Alors, il y a d'autres planètes qui sont intéressantes. Par exemple, il y a les planètes trappistes. Ça, c'est assez intéressant puisque c'est un système planétaire qui a exactement la taille du système des satellites de Jupiter. Vous voyez, c'est de Jupiter ici. Il y a Jupiter, Io, Europe, Ganymède, Callisto. Et l'étoile trappiste 1 est entourée de 7 planètes. Et vous voyez que celle qui a l'orbite la plus lointaine de son étoile correspond à peu près à l'orbite de Callisto par rapport à Jupiter, avec une période orbitale de seulement une vingtaine de jours à peu près. Donc c'est vraiment très, très, très compact comme système. Ce qui est intéressant, c'est que, donc là, vous voyez les orbites de ces planètes-là avec la taille des orbites, qui va en gros, la plus lointaine est à moins de 1/10 d'unité astronomique, c'est-à-dire moins de 1/10 de la distance Terre-Soleil. Et vous voyez les périodes orbitales, pour la plus proche, c'est 1,5 jours autour de son étoile, et la plus lointaine, c'est entre 14 et 25 jours autour de son étoile. Et donc là, vous avez le rayon des planètes en fonction de leur masse. Donc là, on peut voir que, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure, on essaie de voir quelle est la nature de ces corps-là. Et bien, en fait, on se rend compte qu'ils sont à peu près intermédiaires. C'est-à-dire, on pense qu'il y a de l'ordre de 25% de fer, 75% de silicate de magnésium, mais ça peut aller de 100% de fer jusqu'à 100% d'eau, un peu comme le modèle que je vous montrais tout à l'heure pour Proxima Centauri B. Et là, c'est le rayon de la planète en fonction du flux incident.
Et là, on regarde autre chose, on regarde si le flux stellaire n'est pas trop important et s'il ne va pas trop chauffer la planète. Et vous voyez par exemple que la Terre, elle a un flux incident de 1, Vénus a un flux incident de 2, et plus vous augmentez cette valeur, plus le flux incident est important et donc risque d'augmenter l'effet de serre sur la planète. Donc, c'est évidemment des choses qu'il faut prendre en compte avant d'imaginer que de la vie puisse être possible sur ce genre de planète. Alors là, je vous montre ça un peu par un petit clin d'œil, puisque là, c'est donc des images faites par le JPL pour un peu faire la publicité de voyages interstellaires pour aller visiter les planètes trappistes, dont certaines pourraient être des planètes habitables. Vous voyez, ça a été voté la meilleure zone d'habitation pour des vacances. Là. Bon, encore une fois, les voyages ne sont pas pour tout de suite puisque ça va prendre beaucoup de temps. Alors, je voulais maintenant un petit peu insister sur les atmosphères des exoplanètes, puisque aujourd'hui, on en est à un moment où on peut commencer à étudier la nature de ces atmosphères, les propriétés, caractéristiques de leurs atmosphères. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les exoplanètes donc, vivent à côté d'étoiles plus ou moins lumineuses, elles sont plus ou moins proches de ces étoiles, donc elles sont plus ou moins chauffées, donc les atmosphères peuvent être très différentes. Là, je vous montre une simulation atmosphérique d'une exoplanète qui est HD 806-06b. Et vous voyez qu'on peut même modéliser donc, la rotation de cette planète et comment l'atmosphère va tourner autour lorsque la planète tourne sur elle-même et comment, par exemple, comment la chaleur va être répartie, comment les composants vont être répartis tout autour de la planète en fonction de la rotation de la planète sur elle-même. Et comment on détecte donc ces natures de planètes? En fait, l'atmosphère est détectée lors des transits, par exemple, puisque là, on voit la planète qui va passer devant l'étoile, comme on l'avait vu pendant le cours, et puis ensuite, elle va passer derrière l'étoile. Et donc, en fait, entre ces moments où elle est devant, le moment où elle est un petit peu en dehors de l'étoile, le moment où elle passe derrière, eh bien, on va pouvoir analyser la différence entre le flux provenant de l'étoile et le flux qui va provenir de la planète elle-même. Et là, vous avez la brillance relative de deux planètes, par exemple, qui vous montre ce qu'on peut tirer comme information lors d'un transit. Et en fait, la partie la plus cruciale, c'est quand justement la planète passe juste devant ou juste derrière l'étoile, parce que c'est là qu'on va percevoir la présence de l'atmosphère. Donc juste lors de ce qu'on appelle les périodes de contact, quand la planète touche visuellement, évidemment, en ligne de visée, l'étoile. Voilà ce qu'on peut voir. Et donc, un exemple sur les atmosphères, c'est celui-là. Ça, c'est le flux de la planète divisé par le flux de l'étoile en fonction de la phase orbitale, donc en fonction de l'orbite. Et donc, vous voyez que, et ça, c'est quand vous avez l'étoile qui émet et les deux les deux éclipses que vous voyez là, ça, c'est quand la planète passe derrière pardon, c'est quand la planète passe devant l'étoile, donc la planète va cacher une partie de l'étoile, et ça, c'est quand la planète passe derrière l'étoile, à ce moment-là, c'est la luminosité de la planète qu'on perd. Donc évidemment, c'est moins important que lorsqu'elle cache une partie de l'étoile. Et ça, on le voit à chaque orbite, on voit la planète qui passe devant, la planète qui passe derrière, la planète qui passe devant, la planète qui passe derrière. Ça, c'est pour une étoile, donc il y a une période orbitale de même pas un jour, hein, 3/4 de jour, 8 masses terrestres et 2 fois le rayon de la Terre. Et en fait, voilà ce qui se passe. Ça, c'est avec on a un peu plus de détails. Vous avez ici la planète qui passe devant l'étoile, donc on a une grande chute de luminosité. Et puis ensuite, on a la planète qui va passer derrière l'étoile. Donc encore une fois, ici, c'est la luminosité de la planète qu'on ne voit plus. Et vous voyez ici donc, la luminosité de l'étoile qui, elle, reste toujours la même, un flux constant. Et alors que la luminosité provenant de la planète, elle varie, puisqu'évidemment, la planète
soit on la voit éclairée par l'étoile comme une pleine lune, soit on la voit, on voit le côté qui n'est pas éclairé, un peu comme une nouvelle lune, et donc du coup ça change la luminosité provenant de la planète. Rappelez-vous que la planète n'émet pas sa propre lumière, elle ne fait que réfléchir la lumière de l'étoile. Voilà, alors je vois qu'il y a une question, c'est combien de kilomètres un parsec? Ah oui, alors j'avais peut-être pas dit, mais un parsec, c'est exactement 3,26 années-lumière. Donc je ne sais pas où est-ce que vous avez vu parsec, mais ça devait être quelque part, puisque vous me demandez. Donc un parsec, c'est 3,26 années-lumière, et une année-lumière, c'est 40 000 milliards de kilomètres. Donc un parsec, c'est exactement 120 000 milliards de kilomètres. Donc c'est loin, c'est beaucoup. Voilà, donc du coup, j'en arrive à ma dernière partie sur les observations, cette fois-ci. Comment a-t-on acquis toutes ces observations que je vous ai montrées? Eh bien, avec tout d'abord différents télescopes. Ça, ce sont des télescopes au sol, qui sont les télescopes du VLT, le Very Large Telescope. Vous en avez 4 télescopes de 8 mètres de diamètre chacun. Et évidemment, comme on veut acquérir des signaux qui sont très faibles, eh bien, on va augmenter le diamètre des télescopes et aussi augmenter leur sensibilité en améliorant les instruments, par exemple. On a aussi une nouvelle technique d'observation. Là, vous voyez par exemple une image acquise avec le télescope spatial Hubble. Et là, vous voyez le même champ acquis depuis justement l'un de ces télescopes du VLT au Chili. Et vous voyez que la qualité est meilleure ici. Les grosses différences, c'est que Hubble, c'est un diamètre de 2,50 mètres à peu près, alors qu'ici, on a un diamètre de 8 mètres. Mais Hubble est en dehors de l'atmosphère, puisqu'il est dans l'espace. Donc, il n'est pas gêné par la présence de l'atmosphère, alors que les télescopes au Chili, évidemment, ont une atmosphère au-dessus. Et l'atmosphère a comme caractéristique qu'elle va déformer les rayons lumineux, elle va les faire bouger, et donc ça dégrade l'image. Donc, on a des techniques qu'on appelle l'image optique active, optique adaptative, des techniques qui sont sur les miroirs eux-mêmes, des techniques qui sont informatiques, qui vont permettre d'améliorer la qualité de l'image. Ensuite, donc, on envoie des satellites qui sont spécialement dédiés aux exoplanètes, par exemple CORO, mis en place, construit par le CNES, le Centre national d'études spatiales, lancé en 2006 à étudier les transits planétaires. Kepler, dont j'ai déjà parlé, parce que c'est un satellite, des exposés dessus. C'est un satellite qui a été lancé en 2009, un satellite de la NASA, qui a observé pendant 3,5 ans vers la constellation du Cygne et de la Lyre, qui a observé plus de 100 000 étoiles, qui a observé des transits, beaucoup de transits, et qui a permis d'augmenter de plusieurs milliers la liste d'exoplanètes connues. Et donc ensuite, il y a TESS, satellite de la NASA en 2018, aussi pour des transits, et KIOPS de l'agence européenne, l'agence spatiale européenne en 2017, qui a aussi étudié les exoplanètes. Aujourd'hui, on a un gros satellite là, qui va être lancé l'année prochaine par la NASA, qui est le James Webb Space Telescope, qui est le successeur du Hubble, mais à une autre dimension, puisque c'est 6,50 m de diamètre au lieu de 2,50 m. C'est un télescope qui est observé surtout en infrarouge. Et donc, 6,50 m, c'est très grand. Ça ne rentre pas dans une fusée, en fait. Donc, on est obligé de replier le miroir pour le faire entrer dans la fusée, le lancer dans la fusée. Et vous voyez, c'est pour ça que le miroir il est constitué de plein de petits panneaux hexagonaux qui vont se replier sur eux-mêmes pour que le télescope puisse être mis dans la fusée. Et vous avez ce bouclier thermique là, qui permet de diminuer la chaleur, la lumière infrarouge reçue par le Soleil, qui sera évidemment pas très loin de ce télescope. Sachant que ce télescope il sera envoyé dans une fusée et mis au point de Lagrange, c'est-à-dire à 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur ce télescope, évidemment, on ne pourra pas aller le réparer. Puisqu'on ne va pas envoyer quelqu'un à 1,5 million de kilomètres de la Terre, c'est 5 fois plus loin que la distance Terre-Lune.
Question, un satellite, ça a combien de temps de vie? Un satellite a combien de temps de vie? Bah, ça dépend des satellites. Il y a des satellites qui ont un temps de vie assez court parce qu'ils ont du liquide de refroidissement, par exemple. Et puis, il y a des. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que le liquide de refroidissement est terminé, ben, on peut plus l'utiliser. Et puis, il y a des satellites qui n'ont pas besoin de liquide de refroidissement et qui, du coup, peuvent durer très longtemps. Donc, un satellite peut durer, on va dire, de 1 an. Typiquement, la durée nominale pour le James Webb Space Telescope, si je me souviens bien, c'est de l'ordre de 3 ans, je crois, comme ça. Mais ça peut durer plus de 20 ans. Il y a des satellites. Moi, je travaille sur un satellite qui s'appelle Intégral, par exemple, qui euh, a été lancé en 2002 et là va être décommissionné bientôt, mais donc ça fait 20 ans qu'il est en orbite. Il pourrait très bien durer plus longtemps parce qu'il y a justement il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de carburant. Enfin, donc il y a assez de, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il fonctionne encore pendant très longtemps. Donc, ça dépend vraiment comment le satellite a été conçu en fait. Et quand le satellite, qu'est-ce qui se passe après? Souvent, il est décommissionné, c'est-à-dire qu'on va le faire rentrer dans l'atmosphère, il va brûler dans l'atmosphère. C'est ça qu'on fait, parce que sinon il va rester là pendant indéfiniment. Et ça gêne, ça peut gêner, ça peut rentrer en collision avec d'autres satellites. Ça veut dire qu'il faut faire attention, il faut suivre les satellites et faire attention pour pas qu'il y ait de collision. Et en fait, autour de nous, il y a beaucoup de satellites qui ne servent plus à rien. Et il y a beaucoup plus de satellites non utilisés actuellement que de satellites utilisés, puisque tous les satellites qu'on a envoyés depuis les années 60, eh bien, ils restent là pour la plupart et ils continuent à tourner autour. C'est un souci en effet, il faut faire attention. Je vous dis, il y a un service qui regarde tous les satellites et qui, par exemple, va faire mettre sur une orbite différente de la station spatiale pour pas qu'ils se prennent un satellite en collision, par exemple. Donc voilà, le James Webb Space Telescope en orbite, ça c'est une vue d'artiste puisqu'il n'est pas encore en orbite. Donc là, voilà, vous voyez le miroir déployé, ici son miroir secondaire, là c'est le bouclier thermique, et vous voyez le système Terre-Lune qui est très loin puisqu'il sera au point de Lagrange L2, donc à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Plateau, mission européenne qui sera lancée normalement en 2026, va étudier aussi les transits planétaires, donc pour étudier les exoplanètes, les atmosphères, etc. Et pour terminer, voici le European Extremely Large Telescope. Donc ça, c'est un télescope de 38 mètres de diamètre. Vous voyez ici la taille de ce télescope par rapport à des gens qui sont plus petits ici. Et donc là, c'est de la même façon, hein, c'est un télescope donc, qui va être là vraiment très très grand, 38 mètres de diamètre, qui va étudier la composition des atmosphères d'exoplanètes sur la spectroscopie en infrarouge, en particulier sur les exoplanètes, et bien sûr plutôt les exoplanètes habitables, c'est-à-dire celles qui sont telluriques, celles qui sont rocheuses, pour rechercher voir s'il y a, comme on a vu tout à l'heure, hein, de l'oxygène, de l'ozone, du CO2, de l'eau dans ces exoplanètes et voir si ça peut être des exoplanètes qui seraient potentiellement habitables ou s'il y a de la vie, est-ce qu'elle pourrait subsister. Et voilà, donc je finis là avec un dernier exemple qui est ALMA, qui est le Atacama Large Millimeter Array, qui est un réseau d'antennes radio, 67 antennes radio de 12 mètres de diamètre chacune sur le plateau de Charnantor au Chili à 5000 mètres d'altitude, ce qui permet d'être au-dessus de la plus grande partie de l'atmosphère. Et vous voyez au-dessus là le petit et le grand nuage de Magellan, ce sont deux galaxies satellites qui tournent autour de notre galaxie. Voilà, donc en fait, il y a une grande variété de missions. Là, c'est des missions. Vous voyez le télescope spatial Hubble, 1990, Spitzer, Corot Kepler, Gaia, TESS, Cheops, James Webb Space Telescope, Plateau, Ariel. Tout ça, c'est des missions donc, qui ne sont pas toutes dédiées aux exoplanètes, mais qui ont toutes pu observer des exoplanètes, sans compter donc, les observatoires qui sont au sol. Et donc aujourd'hui, on connaît énormément
d'exoplanètes avec des caractéristiques différentes, certaines qui sont très massives, d'autres qui le sont moins, certaines qui vont très vite, d'autres moins vite. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une grande diversité d'exoplanètes dans notre galaxie. Alors, je vais maintenant terminer avec quelques petites considérations sur la vie dans l'univers. Tout d'abord, donc, on l'a vu, il y a différents moyens de rechercher la vie dans l'univers. Donc là, ça, c'est la vie telle qu'on la connaît. On a vu dans le premier cours la référence terrestre, c'est-à-dire qu'on recherche des traces de vie telles qu'on la connaît. On peut ensuite rechercher des signaux, des signatures autour des exoplanètes avec, par exemple, regarder des spectres. Donc ça, vous voyez, c'est le spectre de Vénus. Là, c'est le spectre d'un mini-Neptune chaud. Là, c'est le spectre d'une super Terre, d'une Terre. Et à chaque fois, on va essayer de rechercher s'il y a de l'oxygène, de l'eau, de l'ozone, et potentiellement aussi du CO2 ou du méthane, qui peuvent montrer qu'il y a un peu d'effet de serre. Et puis, on peut imaginer aussi des formes de vie qu'on ne connaît pas sur Terre, mais qui peuvent être aussi de la vie qui est plus développée ailleurs. Alors aujourd'hui, on n'a pas trouvé, mais on a envoyé des bouteilles à la mer, comme on dit. Par exemple, Pioneer 10 a été lancé en 1972 et aujourd'hui est loin, est aux confins du système solaire. Et dessus, on a mis, vous voyez, une petite plaque. Et c'est une plaque qui permet de montrer d'abord à peu près la tête qu'on a. Là, c'est la sonde qui est derrière. Là. Ici, vous avez une représentation schématique du système solaire avec le Soleil, Mercure, Terre, Mercure, Vénus, la Terre. Et là, vous voyez que donc on a la trajectoire de cette sonde-là qui passe entre Jupiter et Saturne. Et en fait, on a même mis une carte encore plus précise de où on est, puisque vous avez ici le Soleil représenté avec la position de différents pulsars, ce qui fait que si, donc c'est des étoiles à neutrons qui émettent un signal et que c'est le meilleur moyen de se repérer dans la galaxie, ce qui fait que si on veut, s'il y a des extraterrestres qui récupèrent ça, eh bien, ils peuvent tout à fait venir nous voir puisqu'ils ont la carte qui leur permet d'identifier exactement où est-ce qu'on est. La carte à grande échelle et la carte à plus petite échelle. Là, vous avez aussi une représentation de l'hydrogène avec donc les deux atomes d'hydrogène. Hein. Donc, c'est le H2. Et en fait, ça permet de montrer un petit peu les connaissances qu'on a de les connaissances qu'on a en atomique, en nucléaire, et donc de montrer un petit peu le niveau de connaissance de l'humanité. Donc, ils peuvent venir nous voir. Alors, on peut parler aussi de voyageurs 1 et 2. Par exemple, ces sondes-là, elles ont été lancées donc, en 1977. Et il y a un disque qu'on appelle le Golden Record, où il y a plusieurs sons de la Terre qui ont été enregistrés. Il y a aussi un message de Jimmy Carter, qui est président des États-Unis, qui disait « Ceci est un présent d'un petit monde éloigné, une marque de nos sons, de notre science, de nos images, de notre musique, de nos pensées, de nos sentiments. Nous essayons de survivre à notre temps, de sorte que nous puissions vivre dans le vôtre. » Voilà, donc tout ça, c'est pour dire qu'on a déjà envoyé un petit peu des bouteilles à la mer. Voyager 1 et 2 sont aujourd'hui aux confins du système solaire et continuent à s'éloigner de nous. Donc, évidemment, la probabilité qu'elles soient récupérées par quelqu'un est assez faible. Il faut bien dire ce qu'il y a. Il y a aussi SETI, SETI, c'est Search for Extraterrestrial Intelligence, donc c'est la recherche pour de l'intelligence extraterrestre. L'idée est venue en 1959 de se dire si des civilisations intelligentes existent, comment les contacter ou comment elles nous contacteraient. Eh bien, en fait, le plus simple, c'est de le faire avec des ondes radio à la fréquence de l'hydrogène. C'est ce qu'on appelle l'ordre du dauphin, puisque c'est une espèce intelligente. Évidemment, le problème, c'est qu'une simple communication prend longtemps, plusieurs décennies, puisqu'il faut envoyer une onde radio qui va prendre plusieurs dizaines d'années pour aller à une étoile. Et évidemment, si elles nous répondent, ça prend le même temps. Donc, si on envoie
un signal à une étoile qui est à 30 années-lumière, bah, ça prend 60 ans pour avoir la réponse s'il y a quelqu'un, s'il veut bien nous répondre. Évidemment, s'il n'y a que des dauphins qui sont là-haut, ils ne vont pas nous répondre, par exemple. Il faut que ce soit de la vie dite intelligente, c'est-à-dire capable de communiquer. Donc aujourd'hui, on le fait alors, avec 2 radiotélescopes. Le premier que vous voyez en haut, c'est Arecibo, qui malheureusement va être décommissionné parce qu'il a été en partie détruit par un ouragan. Et le deuxième, c'est FAST en Chine, qui est un radiotélescope, on ne s'en rend pas compte, mais il fait 500 mètres de diamètre, donc un demi-kilomètre, quelque chose d'énorme. Et voilà, alors évidemment, tout ça, il faut bien se rappeler que la probabilité qu'une vie bactérienne extrasolaire évolue vers des systèmes vivants qui exploitent l'électromagnétisme reste toujours assez faible. Voilà, et j'en viens à l'équation de Frank Drake, une équation qui date de 1961, qui en fait évalue le nombre de civilisations qui pourrait y avoir dans une galaxie, avec qui on pourrait communiquer. C'est une sorte de, c'est pas une équation, mais c'est une suite de facteurs. Donc on va multiplier le taux de formation stellaire, combien d'étoiles se forment dans la galaxie, on a à peu près 2 par an, par le nombre, par la fraction de ces étoiles qui ont des systèmes planétaires, on pense qu'on a une étoile sur 2 a des planètes autour. On multiplie par le nombre de planètes qui présenteraient un environnement favorable à la vie, probablement 1 sur 2 par rapport aux statistiques qu'on a actuellement. Fraction sur lesquelles la vie est effectivement apparue, ça on n'en sait rien, on peut imaginer, mais ça c'est vraiment l'imagination, c'est 20%. Fraction sur laquelle une vie intelligente est apparue, on n'en sait rien non plus, on peut imaginer que c'est de l'ordre de 5%. Une fraction ayant développé une technologie susceptible d'envoyer des signaux détectables dans l'espace, peut-être 1 sur 2 par rapport à celles sur lesquelles il y a une vie intelligente. Et la durée moyenne en années pendant lesquelles on envoie tel signaux, on n'en sait rien non plus. Nous, ça fait à peu près 200 ans qu'on envoie des signaux radio dans l'espace. Donc, on va dire que ça dure 500 ans. Eh bien, si vous faites la multiplication de tous ces facteurs, vous tombez à peu près sur 1. Ça voudrait dire qu'en gros, actuellement, il n'y aurait dans notre galaxie qu'une civilisation capable d'envoyer des émissions radio. Donc, s'il n'y en a qu'une, c'est nous. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre avec qui on pourrait discuter. Évidemment, là, on parle de civilisation capable d'envoyer de la radio. On ne parle pas d'espèces telles que dauphins ou encore moins bactéries. Là, il pourrait y en avoir plein, mais on ne pourrait pas communiquer avec elles. Voilà, et ça m'amène à ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi, c'est quoi? C'est de dire que ça fait 4 milliards d'années qu'il y a de la vie sur Terre, et pour l'instant, on n'a vu personne venir nous visiter. Et en fait, je l'ai réécrit un petit peu différemment. Je me suis dit, il y a 200 milliards d'étoiles dans notre Voie lactée. On peut imaginer que chaque 100 000 ans, on fasse un voyage qui dure sur une distance d'à peu près 50 années-lumière. Et on reste sur... donc, il y a une partie de l'humanité qui s'en va sur l'étoile la plus proche et qui reste 100 000 ans là-bas. Puis au bout de ces 100 000 ans, elle part encore autre part, etc. etc. Et tous les 100 000 ans, donc, on fait un voyage de 50 années-lumière. La taille de notre galaxie, c'est de 100 000 années-lumière, c'est-à-dire qu'il y a 2000 fois 50 années-lumière. Donc imaginons qu'on aille en ligne droite comme ça. Eh bien, on explore toute la galaxie en 200 millions d'années, c'est-à-dire 2000 fois 100 000 ans. En 200 millions d'années, vous explorez toute la galaxie. 200 millions d'années, c'est très rapide, puisque je vous ai dit, la vie, elle a seulement même pas 4 milliards d'années. Et pourtant, personne n'a encore été vu. Ça veut dire que n'importe quelle galaxie qui a duré longtemps aurait pu venir nous voir, nous visiter. On n'a vu personne. Ça, c'est le paradoxe de Fermi. Donc, s'il existe des civilisations extraterrestres, pourquoi n'en avons-nous vu aucune? Évidemment, on n'a pas la réponse, on n'en sait rien. Alors, le responsable de SETI a répondu que c'est comme plonger un verre dans un océan, et après avoir constaté que le verre est vide, affirmer qu'il n'existe pas de poisson dans l'océan. C'est pas complètement faux. Voilà, donc je finis avec quelques petites questions. Les planètes sont-elles rares? Non, les planètes ne sont pas rares. On s'est rendu compte qu'il y a probablement de l'ordre de 300 millions de planètes habitables dans notre Voie lactée, seulement dans notre galaxie. Donc, on pense qu'il y a à peu près une étoile sur 2 qui a des planètes autour. Donc, non, ce n'est pas rare. Autour de quel type d'étoiles se forment-elles? Plutôt autour des étoiles naines, comme le Soleil, ou même des étoiles encore moins massives.
que le Soleil. Le seul problème, c'est que ce sont des étoiles qui souvent ont un flux ultraviolet, rayons X assez élevé, donc pas forcément propice pour la vie. Quelle composition d'atmosphère rechercher? Eh bien, on va rechercher de l'eau, du CO2, de l'ozone, principalement ces trois éléments-là. De l'eau pour qu'il y ait de l'eau liquide, du CO2 pour qu'il y ait un peu d'effet de serre et que ça chauffe un peu, et de l'ozone pour protéger des rayons UV. Et comment se forment les planètes, systèmes planétaires? Par agrégation de matière, par migration de planètes. Et la vie dans tout ça, eh bien, ça reste encore à découvrir. Pour l'instant, on n'a pas découvert d'autres formes de vie. Et ça me permet de vous montrer cette image des Piras. C'est une tribu amazonienne qui compte un, deux, beaucoup. Et donc, leur système de numération, pour l'instant, est plus complexe que ce dont on a besoin, nous, pour compter le nombre de formes de vie détectées dans l'univers, puisqu'on n'en connaît qu'une forme de vie. Alors, qui découvrira la deuxième? Ça peut être les chimistes dans leur laboratoire, ça peut être en explorant le système solaire, ça peut être en auscultant les exoplanètes, ça peut être en regardant, en communiquant avec SETI, ou ça peut être des visiteurs extraterrestres qui viennent nous voir. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, en tout cas dans la vie réelle. Voilà, je vais m'arrêter là, juste vous mettre la liste des livres qui peuvent être intéressants si vous voulez aller plus loin.